Bonjour à tous. On va donc consacrer ce séminaire à l'eau, thématique donc de cette matinée. Et pour ceux qui étaient présents mardi dernier, si vous vous souvenez, on avait réfléchi à une idée forte qui avait été partagée pendant un petit peu plus de 2 heures, à savoir que la vie est verte. Et dans cette perspective, on avait essayé de le démontrer en s'appuyant sur une approche interdisciplinaire et multi-échelle qui consiste à essayer de comprendre l'organisation du vivant à toutes les échelles possibles. Et là, en l'occurrence, à l'échelle de la forêt, avec une très belle intervention de mon collègue Jérôme Chave sur les forêts tropicales amazoniennes, puis de descendre d'échelle en passant à l'arbre, à la feuille, à la cellule, à une macromolécule essentielle, la chlorophylle, et puis à une toute petite molécule qui a peut-être l'air de rien en termes de taille, mais qui est beaucoup plus subtile qu'il n'y paraît en termes de fonctionnement, un oxyde mixte de manganèse et de calcium. Voilà, donc c'est ce qu'on a essayé de voir pour comprendre à quel point les organismes photosynthétiques sont à l'origine de la vie. Bien sûr, dans tout ça, il existe un élément manquant qui va beaucoup nous occuper, l'eau. Mais quel est le rôle précis de l'eau dans toutes ces activités? Alors pour démarrer, je ne résiste pas au plaisir de vous partager donc une phrase célèbre d'Antoine de Saint-Exupéry qui résume magnifiquement la situation. « L'eau, tu n'as ni goût, ni couleur, ni arôme. On ne peut pas te définir, on te goûte sans te connaître. Tu n'es pas nécessaire à la vie, tu es la vie. » On va essayer donc de s'appuyer sur quelques éléments factuels et scientifiques pour bien apprécier donc cette phrase célèbre qui pourrait être l'objet de discussions qui dureraient de nombreuses heures. Alors effectivement, tous les organismes vivants contiennent majoritairement de l'eau. Nous-mêmes, nous sommes constitués à 60% d'eau. Et certains organismes, comme les plantes, les bactéries, les méduses, en contiennent encore davantage, de 70 à 95% d'eau. Et quand on est chimiste, on regarde un petit peu l'eau en tant que solvant, on comprend vite pourquoi le vivant a adopté l'eau comme solvant. Son moment dipolaire traduit une polarité assez extraordinaire qui va ioniser les liaisons chimiques. Sa constante diélectrique aussi très élevée, peu de solvants l'atteignent, qui va dissocier des liaisons. Et ce qu'on appelle le produit de solubilité, qui va permettre la solubilisation de très nombreux nutriments minéraux. Alors oui, il est très clair que l'eau est le solvant principal de la chimie du vivant, et c'est très facile à comprendre. L'eau va ainsi permettre non seulement le transport de ces nutriments, mais elle va aussi favoriser toutes les réactions enzymatiques et puis les échanges cellulaires. Parce qu'il est vrai que les cellules fonctionnent dans un système aqueux. Vous voyez une petite photo ici. Le cytoplasme lui-même, c'est quand même essentiellement de l'eau. Et toutes les molécules qui vont traverser les membranes vont diffuser à travers l'eau. Donc la vie cellulaire repose, on peut le dire, sur un milieu liquide parfaitement stable. Mais l'eau régule aussi la température de la vie. Pourquoi? Là encore, une propriété physico-chimique remarquable de l'eau qui a une très grande capacité thermique. Ainsi, l'eau va pouvoir absorber beaucoup de chaleur, des températures élevées, et va permettre de stabiliser en fait la température des organismes. Je pense que vous avez de souvenirs de l'été où vous allez vous rafraîchir dans une forêt où la transpiration des arbres va apporter une humidité ambiante très rafraîchissante. Ou alors tout simplement allez vous baigner pour rappeler quelque chose d'essentiel qui sera aussi l'objet de ce matin. Les océans absorbent une grande partie de la chaleur du système climatique. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. La photosynthèse. On a beaucoup parlé à travers la photosynthèse du gaz carbonique, l'oxyde de carbone, le CO2, qui est la matière première carbonée des ressources primaires de la vie. Mais si vous vous souvenez, la transformation du gaz carbonique n'est possible qu'en présence d'eau. Sinon, c'est impossible. Voilà. Et dans cette fameuse photosynthèse, on avait essayé d'approcher les subtilités de l'oxydation de l'eau en oxygène. Sinon, la vie n'existerait pas.
Alors, sans eau, il est très simple donc qu'on ne pourrait donc ni vivre, ni même donc produire les ressources alimentaires en fait des organismes vivants qui sont sur la planète. À tel point d'ailleurs qu'en astrobiologie, quand on recherche la présence de vie ailleurs, eh bien, un des paramètres essentiels, eh bien, c'est de voir s'il n'y a pas la présence d'eau, qui est un critère majoritaire d'habitabilité donc planétaire. Donc ces quelques faits étaient là pour rappeler eh bien, l'importance essentielle et plus que ça de l'eau. Mais l'eau est-elle si disponible que ça ? On parle beaucoup de rareté de l'eau et surtout de l'eau qui est nécessaire à la vie que je viens de décrire, c'est-à-dire l'eau douce. On a l'impression que, bien sûr, la planète est très riche en eau. En fait, il n'y a que 2,5% de cette eau qui permet d'alimenter la vie, l'eau douce. Et si on approfondit encore un petit peu plus, c'est bien parmi ces 2,5%, ceux-ci se répartissent en 0,5% qui constituent les nappes phréatiques et les eaux de surface, donc les lacs, les rivières. Et puis, les calottes glaciaires, tels que Groenland, Antarctique, et les glaciers qui représentent les 2% manquants. Donc l'eau douce n'est pas si abondante que ça. Petit problème, donc c'est là bien sûr la disponibilité de cette eau. On dit souvent qu'elle est en voie de raréfaction à cause d'une croissance démographique. Alors ce n'est pas si simple que ça. C'est surtout dû aux usages culturels de l'eau. Pourquoi ? Eh bien, quels sont les gros consommateurs d'eau ? Eh bien, tout d'abord, l'agriculture et l'élevage consomment 70% de l'eau douce disponible. C'est toujours bon de le rappeler. L'industrie à hauteur de 20%. Et puis nos activités domestiques quotidiennes à hauteur de 10%. Petit problème, on a une gestion de l'eau qui est assez nationale. On a toujours l'impression, donc c'est une ressource, par exemple, très française. Pourquoi ? Parce que le prix de l'eau est fixé par pays. La gestion de l'eau est également nationale. Les infrastructures, quand elles existent, pour gérer la qualité de l'eau, sont également nationales. Grosse erreur, on va beaucoup en parler ce matin. L'eau n'est pas une ressource nationale, c'est une ressource transnationale. Puisque, par exemple, vous le savez, les fleuves se partagent entre plusieurs pays. Pour ne pas aller forcément très loin, l'exemple le plus spectaculaire, le Danube, en fait, qui traverse 10 pays. Donc ça montre toute la complexité de la gestion de l'eau. Si on est objectif, l'eau devrait être une ressource partagée. Évidemment, c'est un véritable défi, en particulier en ce moment, et le pari n'est pas gagné. Pourtant, c'est une nécessité, on va rappeler, là encore, à travers l'évolution de la quantité, mais aussi de la qualité de l'eau douce, qui est donc nécessaire à la vie. Le premier exemple, eh bien, je vais me référer aux 2% d'eau qui sont représentés à travers les glaciers, les calottes glaciaires. On va commencer par les glaciers. Pourquoi ? Parce que, vous le savez peut-être, l'année 2025 était une année internationale qui était consacrée aux glaciers. Bon, le constat n'est pas forcément brillant, puisque le bilan de cette année, beaucoup de glaciers sont à l'agonie, ils fondent de plus en plus vite, on va y revenir, et certains sont en train de disparaître. C'est quand même un élément de réflexion qu'il faut intégrer parce que les glaciers, ce sont les climatiseurs de la planète. C'est comme ça qu'il faut s'y représenter. Mais ce sont aussi de très bons ambassadeurs du climat. Pourquoi ? Parce que la variation d'épaisseur d'un glacier ou sa vitesse d'écoulement sont le reflet direct du dérèglement climatique et apportent des informations extrêmement précieuses. Bon, pour vous exprimer un petit peu l'état d'inquiétude qu'on peut avoir par rapport aux glaciers, eh bien, j'ai choisi un exemple. Je sais qu'Éric Orsenna reviendra tout à l'heure. Un exemple qui a marqué l'année 2025 assez tristement, le 28 mai 2025. Eh bien, un glacier, le Birch, dans les Alpes suisses, s'est effondré. Alors, il s'est effondré avec, je vais dire, des faits très inquiétants, en tous les cas localement, puisque ça s'est traduit par une avalanche de débris à hauteur de 10 millions de tonnes de glace, de roches et de boue qui ont complètement enseveli le petit village de Blatten, que vous voyez ici. Alors, heureusement, les glaciologues qui surveillent ces glaciers avaient anticipé cette situation et avaient évacué le village. Mais ce résultat doit nous interpeller
Alors bien sûr, cet effondrement n'est pas dû exclusivement au dérèglement climatique, il faut être honnête et le reconnaître, c'est un cas assez particulier. Mais tout de même, il a été largement fragilisé par donc la fonte de la glace. Et quand un glacier commence à fondre, eh bien, il s'accroche moins bien à la base rocheuse. Et puis l'eau qui fond va s'infiltrer en dessous du glacier, qui va encore constituer une source de fragilisation du glacier. Et ici, donc, le facteur déclenchant, eh bien, ça a été une chute de roche qui a été donc, finalement le déclencheur final, et qui s'est traduit par donc, 3 millions de glaces qui se sont décrochées en une fois. Donc imaginez-vous donc, ce qui s'est passé. On voit très bien sur ces photos ici. Donc vous voyez cet écoulement de boue, et sur la photo suivante, le pauvre village de Blatten qui n'existe plus évidemment. Donc vous voyez, on est dans les Alpes suisses. Donc ça doit nous concerner directement. Pourquoi ? Eh bien, si on a une vue un petit peu égoïste en disant bon, c'est à côté, on n'est pas concerné, si tout est en interaction, en particulier dans le domaine de l'eau. Donc je vous ai présenté une petite carte qui le résume. Vous voyez ici le glacier du Birch, qui n'est pas très loin du glacier du Rhône qu'on connaît mieux, dans le massif du Saint-Gothard où le Rhône prend sa source. Vous voyez ce glacier donc, qui a complètement envahi le village de Blatten. Vous regardez ici, vous voyez une petite rivière qui s'appelle la Lonza et en fait qui alimente le Rhône en eau. Donc le fait que ce glacier soit effondré, c'est-à-dire que la Lonza n'est plus alimentée et donc le Rhône voit son débit diminuer. Et le Rhône, bien sûr, va traverser le lac Léman, arriver dans la fameuse vallée du Rhône que nous connaissons tous, qui a un besoin vital et absolu d'eau. Pourquoi ? Le Rhône est largement utilisé par l'agriculture, mais pas que, par l'activité industrielle, très concentrée, notamment par exemple au niveau de Lyon, mais pas exclusivement. Et puis qui est utilisé aussi pour refroidir les centrales nucléaires qui sont tout au long de la vallée du Rhône et qui va ensuite rejoindre la Camargue. Vous savez que l'eau douce est extrêmement précieuse pour la Camargue puisqu'elle permet de diminuer le taux de sel qu'il y a dans la Camargue et qui en souffre aujourd'hui. Il y a des remontées salines trop importantes qui font craindre une disparition de beaucoup d'activités locales. Et ensuite, bien sûr, le Rhône se jette dans la mer Méditerranée. Donc ce scénario, oui, nous concerne de très près donc les chiffres sont sans appel. Je vous donne un exemple particulier, mais on estime que les glaciers suisses, pour les calculs qui ont été faits, ont perdu 1/3 de leur volume les 20 dernières années. Donc voilà, ces chiffres portent à réflexion. Alors, quelles conséquences de la fonte de ces glaciers suisses ? Eh bien, ils n'alimentent pas que le Rhône, ils alimentent aussi le Rhin, le Pô et ce fameux Danube qui traverse de nombreux pays. Donc voilà un sujet résumé assez rapidement sur les conséquences directes du dérèglement climatique. Autre sujet d'inquiétude, c'est bien sûr qui menace là, la qualité de l'eau douce, eh bien, c'est la pollution. Alors, il est très difficile de parler de chiffres mondiaux qui n'ont pas forcément de sens, mais on a vu aussi que l'eau n'était pas une ressource exclusivement nationale qui est partagée. Donc j'ai envie de vous donner quelques données européennes et qui émanent des agences qui surveillent la qualité de l'eau en Europe, les agences donc, qui dépendent de l'Union européenne. Alors là aussi, les chiffres sont vraiment à connaître. On estime que 45% des eaux de surface en Europe dépassent les normes de pollution au mercure qui résultent d'activités industrielles anciennes. On va parler des polluants éternels, on en parlera un petit peu. On oublie que les éléments métalliques, les dits métaux lourds, font partie de ces polluants éternels. Et la pollution ancienne au mercure est toujours bien sûr présente dans les sols. Et à chaque fois qu'il y a des inondations, il va y avoir une dispersion de ces polluants. Le mercure en est un triste exemple. Mais malheureusement, pas que. Le nickel et le cadmium sont dans une situation assez crique, puisque dans 10 à 20% des rivières et des lacs surveillés, les seuils sont dépassés. Nickel, cadmium ont un point commun, ils sont tous les deux classés CMR, ils sont cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc voilà, des éléments importants. Alors, je ne vais pas faire une liste exhaustive, ce n'est pas nécessaire, simplement il faut bien se rappeler de l'origine de cette pollution par les éléments métalliques, comme je l'expliquais. Donc elle vient d'activités parfois anciennes, mais pas toujours, combustion du charbon, de l'industrie métallurgique qui existe toujours, dont on dépend de plus en plus,
Des anciennes activités minières, là on y reviendra sur des exemples précis, et dont on hérite aujourd'hui des problèmes de pollution. Du ruissellement à tout niveau, industriel c'est évident, mais pas que, en milieu urbain aussi. Des dépôts atmosphériques, qui vont également à leur tour polluer donc les eaux. Et donc j'ai rajouté les engrais phosphatés qui sont un exemple typique, puisque vous savez, on fait venir le phosphate du Maroc. On sait depuis un siècle qu'il y a du cadmium dans ce phosphate, et on l'a utilisé abondamment dans l'agriculture. On peut se demander comment on a oublié cette situation. On en prend conscience aujourd'hui. C'est quand même assez extraordinaire, alors qu'on avait les connaissances pour l'anticiper, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de sols agricoles sont pollués par le cadmium, et du coup, certains produits alimentaires aussi. Voilà, la grosse difficulté avec l'eau, c'est que c'est un redoutable transporteur donc, de pollution. Et donc, c'est complètement incontrôlable. Les impacts sur les écosystèmes sont assez évidents. Les éléments polluants, tels que le mercure, c'est un bel exemple, vont s'accumuler dans les sédiments. Et puis, donc, ça va affecter la vie aquatique. De nombreux poissons, nos taux de mercure, par exemple, qui sont supérieurs à ce qui est tolérable. Et bien sûr, c'est une entrée directe dans la chaîne alimentaire. Et donc, in fine, bien sûr, ça atteint la santé humaine. Là, c'est l'état rapide des éléments métalliques donc en Europe. Maintenant, on va passer à d'autres polluants, des polluants dits organiques, à l'aide d'exemples bien connus, tristement connus, les pesticides, donc qui envahissent rivières et même nappes phréatiques. Quelques exemples concrets. Eh bien, on estime que 80% des stations dans les rivières européennes ont détecté au moins un pesticide. Et 22% dépassent les normes environnementales pour un ou plusieurs pesticides. Ça, c'est l'Union européenne, qui pourtant a établi des normes dans le domaine. Alors, la situation est assez compliquée, donc quelques idées aussi pour le partager. Bien sûr, les herbicides avec le célèbre glyphosate ou ses métabolites, en général, ça ne vaut pas mieux. On a utilisé, qu'on a toujours envie d'utiliser, malgré les études scientifiques avérées qui démontrent sa toxicité. Des insecticides dont on parle beaucoup en ce moment, les néonicotinoïdes. Les fongicides agricoles, donc toujours utilisés. Et que deviennent ces molécules quand on les utilise ? Eh bien, comme je l'ai dit, le ruissellement occasionné par l'eau sur les surfaces agricoles est imparable, donc va polluer les écosystèmes aquatiques. Les épandages, avec de tristes exemples, on pourra revenir dans des départements agricoles où pourtant la nature est magnifique, ont vu donc une eau qui n'était plus potable aujourd'hui, certains villages donc en souffrent. Et puis bien sûr, in fine, on atteint les nappes phréatiques souterraines qui sont également dans une situation qui mérite d'être précisée. Donc un chiffre aussi qui nous aidera à prendre conscience de la situation. 13% des stations donc dépassent les seuils réglementaires pour les pesticides. Alors le problème, c'est que certains sont interdits. C'est quand même une richesse de l'Europe qui a quand même su interdire un certain nombre de ces pesticides, mais ils sont présents dans la nature et ils le sont pour longtemps, puisque très souvent, ce sont des molécules avec des liaisons très fortes que la nature ne connaît pas et que les micro-organismes ne savent pas dégrader. Donc ils sont persistants et ils sont malheureusement dans la nature pour longtemps. Vous connaissez peut-être l'exemple tristement célèbre de l'atrazine, mais il y en a beaucoup qui sont dans cette situation. Si je fais un résumé, et aussi de ce que je n'ai pas évoqué, parce que je ne veux pas passer 1 heure sur les problèmes, je veux vraiment parler aussi des solutions, eh bien, donc rappelons-nous des points essentiels. Donc pollution au nitrate, que je n'ai pas évoqué, mais qui bien sûr existe puisqu'on l'utilise donc en abondance dans les cultures agricoles donc en Europe, liée bien sûr à l'agriculture intensive, que ce soit comme engrais ou issu de l'élevage. Eh bien, les concentrations dépassent le seuil européen de 50 mg par litre donc dans un certain nombre de régions agricoles. Les pesticides donc, que j'ai évoqués, on y reviendra. Donc, l'eau est un très bon transporteur de ces pesticides. Les sols sont très impactés, ça fera l'objet d'un autre séminaire. Mais malheureusement, voilà, ils ont été disséminés dans les nappes phréatiques, et malheureusement pour très longtemps. Et puis, il y a beaucoup de polluants que je n'aborderai pas, mais qu'il faut avoir en tête. Beaucoup de solvants chlorés qui ont été utilisés dans l'industrie chimique. Aujourd'hui, là encore, la réglementation européenne de la chimie essaie de les limiter
une force à ne pas oublier de l'Union européenne quand même, la réglementation REACH, même s'il est un peu affaibli en ce moment, qui veut limiter l'usage de ces solvants chlorés pour les mêmes raisons. Ils sont très difficiles à dégrader et ils sont toxiques. Les métaux lourds qu'on a évoqués, et puis bien sûr l'exemple actuel, très cité en ce moment, les PFAS qui font partie de ces erreurs. Comment pouvait-on ignorer les dégâts qu'ils feraient avec ces liaisons carbone-fluor extrêmement stables et non biodégradables? C'était facile à imaginer, pourtant on les a utilisés de façon abondante avec de nombreux usages et ils font partie de ces fameux polluants éternels dont on parle beaucoup en ce moment. Quand on parle de dérèglement climatique, de pollution, on n'a pas fini de parler des tensions liées à la qualité de l'eau. Il y a d'autres faits qui existent. La surconsommation que j'exposais tout à l'heure, il ne faudrait pas simplement la résumer à une pression démographique, mais il faut bien la rapporter à l'usage que l'on fait de l'eau, qui est la cause principale de cette surconsommation. Et puis un fait dont on parle beaucoup moins, mais qui est tout aussi important, c'est celui d'espèces végétales exotiques envahissantes, que j'ai un tout petit peu abordé la dernière fois, et on en parlera, on y consacrera une matinée entière. C'est un sujet qui doit absolument être connu, des espèces végétales donc on a introduit maladroitement dans nos écosystèmes aquatiques et qui sont une véritable catastrophe. Vous voyez un exemple ici. On va regarder donc sur une image donc un petit peu plus grosse une plante qui s'appelle Pistia stratiotes, un exemple typique qu'on appelle l'étudo, que vous connaissez peut-être. Les aquariophiles l'ont apprécié pendant des années pour ses propriétés filtrantes. Bon, on n'a rien à faire chez nous. On l'a importé d'Amérique du Sud. Puis de temps en temps, au printemps, on nettoie son aquarium. Et il y a des petits morceaux de racines qui sont dispersés dans la nature, dans les rivières. Et aujourd'hui, cette plante est classée, là encore, en France et en Europe, comme plante exotique envahissante. Pourquoi ? Décidément, je vais passer vite. Donc, vous voyez, elle recouvre ici donc un contre-canal du Rhône sur 17 km de long. Si vous ne savez pas qu'il y a un canal et qu'il y a de l'eau, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Donc ces plantes étouffent complètement la vie aquatique par manque d'oxygène. Donc c'est une véritable catastrophe écologique, mais pas que, catastrophe économique aussi, parce que ces canaux ont été installés pour réguler le niveau d'eau du Rhône. Et la densité de ces plantes est telle que en fait, ces canaux ne jouent plus leur rôle et on ne peut plus les utiliser. L'écoulement n'est plus possible sur ces canaux. Donc les conséquences sont importantes. Vous en connaissez peut-être une autre parce qu'elle envahit la moitié de la France. C'est Ludwigia peploides, plus connue sous le nom de Jussido, qu'on trouve sur tous les affluents dans le sud de la France, mais jusque sur la Loire, qui pose les mêmes problèmes de prolifération complètement incontrôlée dans nos rivières et nos fleuves. Voilà, donc vous l'avez compris, il y a quand même un sujet de préoccupation majeur pour préserver absolument nos systèmes aquatiques. C'est une priorité qui est évidente, mais on a toujours besoin de le rappeler pour faire réagir, obtenir du soutien ou éclairer ceux qui, comme vous, sont curieux de cette information, qui pourront la relayer et la partager autour de nous. Voilà, donc maintenant, j'ai fait un petit peu un panorama de cette complexité, de cet état de la situation. Je vais bien sûr axer mon discours sur quelque chose un peu plus positif, les solutions. Il faut absolument en parler, c'est indispensable. Mais les solutions que je vais vous présenter, vous partager, s'appuient sur des ressources naturelles, sur la nature, les solutions qu'elle nous offre. Pas sur des technologies très avancées, très pointues, dont l'analyse de cycle de vie n'est pas toujours bien réfléchie ou bien pensée. Sur les ressources que la nature met à notre disposition pour résoudre les problèmes que l'on crée. C'est un vrai paradoxe. On détruit la nature et elle nous propose des solutions, mais pourtant ces solutions sont puissantes. Alors, on va revenir à notre espèce végétale, ici, que je qualifiais d'exotique envahissante, Pistia stratiotes. En fait, quand on étudie ces solutions, on va les trouver dans des plantes aquatiques. Et ce qui est intéressant pour comprendre la nature de ces solutions et leur efficacité, c'est d'aller comprendre un petit peu leur système racinaire. Vous voyez, elles sont très généreuses, elles font des racines qui sont énormes, monstrueuses, et qui sont extrêmement bien faites. Le tout est de comprendre pourquoi elles sont bien faites, comment sont-elles faites et à quoi elles peuvent servir. Bien, dans un premier temps, on a étudié les capacités de ces plantes aquatiques
dans des bassins, donc des plantes vivantes. Et on a étudié leur capacité à séquestrer les éléments métalliques dans les racines. C'est ce qui s'appelle la rhizofiltration. C'est complètement naturel. Il y a des espèces prédisposées pour ça. Alors on va voir qu'il y a quand même de bonnes raisons, c'est-à-dire qu'entre un nutriment nécessaire pour sa croissance et un élément métallique polluant, elles ne font pas forcément la différence, surtout si ces éléments se ressemblent chimiquement. Donc elles vont les accumuler, les concentrer dans les racines en des teneurs qui sont absolument sidérantes et donc qui montrent qu'elles ont une capacité à dépolluer une eau contaminée par des éléments métalliques tels que les fameux métaux lourds. Bien évidemment, la question se pose du devenir de ces plantes si elles sont capables de séquestrer des éléments polluants. Est-ce qu'on va générer de nouveaux déchets? C'est une question fondamentale. Eh bien, comme on l'a vu la semaine dernière, pas forcément. Et pour nous, la réflexion était de se dire, est-ce que donc ces racines gorgées d'éléments métalliques, après avoir dépollué une eau, ne seraient pas des ressources minérales très utiles pour la chimie? Pourquoi? Eh bien, en chimie, vous le savez peut-être, en tous les cas, je vais essayer de vous l'exprimer de la façon la plus imagée possible, eh bien, les métaux sont indispensables. On dit que ce sont des catalyseurs. Vous allez me dire, catalyseur en chimie, je ne sais pas forcément ce que c'est, je sais que certains le savent, peut-être d'autres moins. Eh bien, en fait, c'est à voir avec le terme qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc voilà, il y a des jeunes qui viennent ici, qui viennent en groupe, et vous imaginez, vous avez réfléchi à un groupe, dans votre groupe ici, il y a un sujet que votre professeur vous a confié. Vous avez beau discuter entre vous, et vous ne trouvez pas de solution, vous ne trouvez pas d'idée, votre projet n'avance pas. Et puis tout d'un coup, quelqu'un dans le groupe va avoir la bonne idée. L'idée qui manquait pour que ce projet avance. On va dire que c'est le catalyseur du groupe. Bon, en chimie, c'est comme ça aussi. Vous pouvez toujours mélanger des molécules, vous aimeriez bien qu'elles réagissent ensemble, vous les mélangez dans tous les sens, vous les faites chauffer, et pourtant il ne se passe rien. Elles n'ont aucune affinité les unes pour les autres, jusqu'au moment où vous ajoutez le catalyseur, qui est 9 fois sur 10 un élément métallique. Et ça y est, là, vous apportez l'énergie qu'il faut, et les molécules vont commencer à réagir les unes avec les autres, s'accrocher, former une nouvelle liaison. C'est le catalyseur. Mais le catalyseur est souvent d'origine minière. Là, l'idée est de se dire, est-ce que ces plantes qui séquestrent les métaux dans les racines ne seraient pas un réservoir de catalyseurs métalliques? Et pour bien rappeler que ça n'est pas d'origine minière, mais que ça vient d'une action de dépollution naturelle, on les a baptisés des éco-catalyseurs. C'était le pari. Montrer que ces racines, réduites à l'état de poudre ici, allaient devenir les éco-catalyseurs pour construire des molécules à haute valeur ajoutée nécessaires pour notre santé, notre bien-être ou pour construire les matériaux dont on a besoin au quotidien. Alors, on a imaginé, étudié un certain nombre de plantes aquatiques avec un système racinaire capable de séquestrer ces fameux métaux. Vous en voyez des photos ici. On en a cultivé un certain nombre que vous connaissez peut-être de nom assez communes. Brassica joncea, l'Olium multiflorum que vous voyez ici, donc en culture. Et puis, vous voyez leur système racinaire ici, avec ces petits filaments. Et puis, on en a étudié d'autres, comme celle-ci. Donc, vous reconnaissez peut-être l'origine avec cette belle photo, la jacinthe d'eau, Eschornia crassipes. Aujourd'hui, classée comme espèce exotique envahissante, qui fait des dégâts, pas trop en Europe, même si l'Europe l'a réglementée, mais en Afrique, par exemple, c'est une véritable catastrophe, elle s'est répandue partout, pas que, en Asie, c'est le même problème. Donc c'est devenu une plante qui prolifère à une vitesse inquiétante, qui génère les problèmes que j'expliquais tout à l'heure, donc qui étouffe complètement la vie aquatique. Alors on les a comparées entre elles. Bon, on voit déjà qu'il y a une inégalité quand on regarde les racines. Vous voyez ces petits fils ici de Brassica joncea, donc assez modeste. Et quand on regarde le système racinaire de la jacinthe d'eau, c'est un peu comme Malétudo tout à l'heure, c'est massif. On imagine mieux une action de dépollution plus efficace. Alors je veux quand même vous le partager avec quelques chiffres que vous voyez ici. On a étudié la capacité de ces plantes à capter le palladium. On y reviendra beaucoup. Le palladium, un élément très stratégique pour l'Europe. On y consacrera le séminaire de la semaine prochaine. Et également le cuivre. Pourquoi le cuivre? On en a besoin dans plein d'applications qui sont très très nombreuses. On le surconsomme tellement qu'il est en train de se raréfier. D'ailleurs,
l'information, l'actualité le rappelle, puisqu'il y a des vols de câbles à base de cuivre, c'est en train de prendre de la valeur, on le surconsomme lui aussi. Quand on regarde la capacité donc, de ces plantes à capter soit le palladium, soit le cuivre, les résultats parlent d'eux-mêmes. Ces grandes colonnes vertes, c'est ce qu'on appelle la translocation, la capacité à transférer des racines vers les parties aériennes les métaux captés. C'est ridicule, on est, vous voyez, zéro. Donc oui, ça reste bien confiné dans les racines. J'insiste bien parce que c'est très différent de ce que j'avais expliqué la semaine dernière avec les plantes terrestres, ça n'a aucun point commun. Et quand on regarde la capacité de ces plantes avec ces croix jaunes à capter le palladium ou le cuivre, vous voyez que mes petites plantes, là, avec ce système racinaire un petit peu faible, ne captent pas grand-chose. Mais alors la jacinthe d'eau, vous voyez, on est à 1800 mg de palladium par plant au lieu de 4 ou 10. Le cuivre est encore plus spectaculaire. On passe de 7 à 5743 mg de cuivre par plant. Vous l'avez compris, c'est quelque chose qu'on a repéré très fréquemment. Ces plantes aquatiques exotiques envahissantes ont une capacité à capter ces aimants métalliques extraordinaires, assez sidérantes. Ça peut paraître assez logique, je dis toujours que ça doit être un élément de réflexion. Pourquoi sont-elles envahissantes ? Il faut se poser les bonnes questions. Certes, elles ne sont pas dans leur habitat naturel, elles ont moins de prédateurs, mais elles ont aussi une physiologie qui est très adaptée à ce développement. Elles sont tout simplement plus efficaces pour capter leurs nutriments. Imaginez ces pauvres plantes flottantes dans l'eau qui doivent développer des parties aériennes sans pouvoir aller dans un sol chercher de quoi manger. Elles doivent capter dans l'eau des éléments minéraux très dilués, donc elles doivent être efficaces. Et elles le font très très bien, et elles le font aussi bien sûr avec ces éléments métalliques non naturels. Donc ceci nous a encouragés à développer un vaste programme de gestion, vous le voyez notamment de cette laitue d'eau, en collaboration étroite avec la Compagnie nationale du Rhône, très engagée dans ces opérations, pour les récolter massivement, selon une éthique parfaite, c'est-à-dire qui respecte en tout point la réglementation de ces plantes. N'oubliez pas, un petit fragment libéré dans la nature et ça reprend. Donc beaucoup de précautions sont prises avec des équipements dédiés à ces opérations pour soulager la pression qu'elles exercent sur la vie aquatique et puis les valoriser. Utiliser ce système racinaire bourré d'éléments métalliques pour en faire un éco-catalyseur pour la chimie. Et on a découvert quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Alors que cette eau dans ce contre-canal n'est pas particulièrement polluée et elle répond aux normes classiques, eh bien, on s'est rendu compte que le système racinaire de cette fameuse laitue d'eau était bourré de manganèse. Ça nous a beaucoup interpellés. D'ailleurs, je peux vous dire que ça nous interpelle toujours. On n'a pas encore bien compris les raisons, même si on y travaille. En revanche, avoir du manganèse comme ça à disposition, récoltant massivement cette plante, ça fait beaucoup réfléchir et ça suggère pas mal d'idées de valorisation. Je ne vais pas trop vous embêter avec la chimie parce que ce n'est pas forcément le cœur de métier de chacun d'entre vous, même si j'ai déjà un petit peu exprimé ce qu'était un catalyseur. Mais sachez que le manganèse est un catalyseur extrêmement important en chimie. On en a parlé la semaine dernière pour la photosynthèse. C'est le catalyseur de la nature pour oxyder l'eau en oxygène, donc il est très inspirant. Et donc, on a traité ce système racinaire de ces laitues d'eau, très riche en manganèse, pour donc générer cette espèce, cet oxyde mixte manganèse-calcium, qui ressemble énormément à ce que la nature utilise pour oxyder donc l'eau en oxygène dans la photosynthèse. Et quand on regarde les parties aériennes, donc on voit en flottaison, eh bien quand on étudie en fait leur composition minérale, mais là c'est un autre catalyseur possible pour la chimie, une base minérale pour la chimie. Vous vous rendez compte de la chaux? Vous savez comment on fait la chaux? Ça se fait en chauffant à très haute température du carbonate de calcium. Donc c'est très impactant déjà en termes de ressources énergétiques. Vous avez une plante qui vous en propose. Donc cette plante est extrêmement riche. Les racines conduisent à un catalyseur oxydant, les parties aériennes à un autre catalyseur basique. On peut réunir deux catalyseurs dans un plant. C'est très inspirant en chimie. On a pu transformer cette molécule, pour les initiés, qui s'appelle le furfural, en cette autre molécule, furoate de méthyle, qui a plein d'applications industrielles. Déjà, dans la parfumerie, son odeur est agréable, mais c'est aussi une molécule qui s'impose pour certains
comme un solvant qui pourrait remplacer mes fameux solvants chlorés que j'évoquais tout à l'heure, qu'on veut remplacer au moins en Europe. Petit problème, c'est une molécule qui est difficile à faire. Eh bien, on l'a faite avec comme seul intrant de la vitamine B1, les parties aériennes et les parties racinaires de cette plante. Et cette réaction a très bien fonctionné. Alors pourquoi je vous embête avec cet exemple particulier ? Non seulement il est démonstratif de la puissance de la nature, on peut gérer ces réactions chimiques bien autrement qu'en allant extraire des minerais, il y a d'autres solutions, mais surtout parce qu'on a fait une analyse économique du procédé, parce qu'il nous paraissait comme particulièrement efficace. Et la conclusion est intéressante et elle permet de revisiter aussi les préjugés qu'on a sur les procédés biosourcés, dont on dit toujours « Oh, ils n'ont aucun avenir, ils sont trop chers ». Alors pas du tout, alors, c'est un cas qui est vraiment démonstratif. Ce procédé n'est pas plus onéreux que les voies traditionnelles pétrosourcées qui sont développées en Chine en ce moment. Donc ça permet peut-être de repenser la chimie différemment. Et ce n'est pas fini. Là, vous aviez l'exemple du manganèse, donc cette plante accumule toute seule. Et il y a un autre élément qui va revenir beaucoup, parce qu'en chimie, on ne sait plus s'en passer, donc c'est ce fameux palladium. Vous savez peut-être qu'en 2010, 3 brillants chimistes, Eck, Negishi, Suzuki, vous voyez ici en photo, ont reçu le prix Nobel donc de la chimie, 2010. Une étape importante, ils ont complètement révolutionné la construction des liaisons carbone-carbone. Toute la chimie du vivant est constituée de ces liaisons, avec un catalyseur au palladium. Alors on revient beaucoup sur le sujet du palladium, c'est un métal hautement stratégique, il n'y en a absolument pas dans le sol européen, donc c'est un problème pour nous. On reviendra, c'est même pire que ça, on en reparlera la semaine prochaine. Mais donc on a découvert que nos fameuses jacinthes d'eau, avec leur système racinaire bien fourni, étaient capables de le récupérer d'effluents industriels avec une très haute efficacité. Vous vous souvenez du diagramme de tout à l'heure. Eh bien, on a choisi d'étudier si ce palladium dans les racines ne serait pas un catalyseur au moins aussi performant que le catalyseur au palladium qui dérive de l'industrie minière, qui dérive même d'une activité métallurgique reconnue comme l'une des plus impactantes dans toutes les activités industrielles. La réponse a été oui, et même mieux que le catalyseur d'origine minière. À savoir déjà qu'il a été recyclable un certain nombre de fois, ce qui ne marche jamais avec le catalyseur d'origine minière. Ils n'ont pas du tout la même constitution. Très efficace, le solvant de la réaction dans l'eau. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Non. Souvenez-vous, l'eau est un solvant extraordinaire. Une charge en palladium très très faible, aucun intrant pétrosourcé qui sont nécessaires au catalyseur conventionnel. Pas de ligands, pas d'additifs qui sont si problématiques. Donc c'est extrêmement puissant et quand on voit les résultats donc, qui sont apportés par ces plantes, on a envie de comprendre comment elles font. Ça, c'est pas possible de résister à cette question. Comment font-elles ? Donc elles ont vraiment un système racinaire extraordinaire qu'on explique maintenant par une densité de carboxylates qui sont capables de séquestrer palladium et cuivre. Mais quand on a fait ces études, on a vraiment étudié ce système racinaire dans tous ses détails et puis on s'est rendu compte qu'elle concentrait autre chose que des éléments métalliques. Et nous avons été très surpris, on a recommencé plusieurs fois. Il y avait à chaque fois la présence d'un gros polluant, un perturbateur endocrinien, dont il y a la structure ici, qui est assez redoutable. Mais comment c'est possible ? Eh bien, ceci venait de la capacité de ces jacinthes d'eau à capter le perturbateur endocrinien qui était présent dans les bâches des bassins où elles étaient cultivées. Et là, ça nous a sidérés. Ça a été une conclusion importante. Elles sont non seulement capables de capter des polluants métalliques, mais aussi des polluants organiques, et pas n'importe lequel, un perturbateur endocrinien très stable aussi. On a pu montrer qu'elles pouvaient capter aussi des néonicotinoïdes. Donc là, ça nous a vraiment passionnés. Et du coup, on s'est dit, mais il faut qu'on étudie de façon en fait, plus globale cette capacité de ces plantes à capter ces polluants organiques face auxquels on est assez dépourvu en termes de solutions. Alors, on a choisi donc de s'intéresser à des pesticides, notamment un herbicide interdit en Europe, très bien, il est vraiment toxique, mais pas partout. Donc ici, c'est le diuron. Donc, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Il est encore très utilisé, et là, l'exemple sur lequel on a travaillé, c'est la Polynésie française, qui l'utilise beaucoup dans la culture de l'ananas, en tant qu'herbicide.
Alors en tant qu'herbicide, il est très efficace. Malheureusement, il a une certaine solubilité dans l'eau. Il est lessivé, on est encore dans le Pacifique, voilà, par les orages tropicaux assez violents, et transporté jusque dans le lagon. Et en bon herbicide, eh bien, il tue aussi les algues qui vivent en symbiose avec le corail. Voilà ce qui se passe, voilà le scénario. Donc on a essayé d'imaginer des plantes locales que les Polynésiens connaissent bien pour trouver une solution de capture de ces herbicides avant qu'ils soient dispersés en fait, dans les milieux aquatiques. Et on a étudié cette plante dont le nom scientifique, Colocasia esculenta, vous dites peut-être rien, mais si je vous dis que c'est le taro, ça vous parle peut-être plus. Donc une plante phare et très importante pour les Polynésiens, d'un point de vue alimentaire, de façon très concrète, notamment avec ce bulbe, Bussy, très riche en amidon, qui est un peu l'équivalent de nos pommes de terre. Donc ils les cultivent abondamment, ils savent très bien le faire. Et donc on a placé ces cultures en bas des sites des cultures donc, de l'ananas. On utilise donc ce diuron. Et on s'est rendu compte que le système racinaire captait donc cet herbicide, le diuron. Alors on était contrarié par ce résultat. D'un certain côté, ça peut paraître intéressant de capturer le diuron, mais comme les Polynésiens s'alimentent aussi avec le bulbe, la question c'est est-ce qu'il y a une contamination possible de la partie bulbe, de la partie qui est consommée. Et donc on a mis quand même un certain temps pour être sûr du résultat, et c'est non. En fait, donc ce diuron reste bien confiné dans les racines et ne passe pas dans le bulbe. Ça a été un résultat très important qu'on a publié, partagé. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert un nouvel service écosystémique en fait, de ce taro, qui est très utile d'un point de vue alimentaire, dont on sait aussi qu'il stabilise les sédiments donc en zone humide. Et bien là, on lui a trouvé donc un autre service, capturer donc naturellement en fait, ces herbicides qui sont utilisés. Alors, petite remarque au passage, ce n'est pas une raison pour continuer, bien sûr, à l'utiliser. Mieux vaudrait l'arrêter. Et bien sûr, il y a aussi un certain nombre de Polynésiens qui se concentrent sur ces cultures de l'ananas sans herbicides, ce qui est quand même la meilleure idée. Mais les performances de ces plantes aquatiques sont absolument exceptionnelles. Et comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, la compréhension de la rhizofiltration, de la capture de ces polluants par le système racinaire se comprend à l'échelle de la chimie, à l'échelle moléculaire, à l'échelle du nanomètre, à une échelle très fine. La plante est assez passive. Elle a surtout un système racinaire bien fait pour survivre dans l'eau et capter ses nutriments. Ça veut dire que quand on transforme ces racines en poudre végétale, des poudres dont les grains font à peu près 1 millimètre, on conserve la structure moléculaire nanométrique. On conserve ses propriétés de dépollution. Mais sous forme de poudre, on imagine beaucoup plus une activité de dépollution à grande échelle. C'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, c'est plus robuste, ça répond à des lois physico-chimiques qui permettent de modéliser ces systèmes. Et donc c'est la partie suivante de ma présentation. On étudie maintenant des poudres, vous voyez ici introduites dans une colonne, qui sont issues du système racinaire de ces plantes. On fait passer une solution qui est polluée, riche par exemple en éléments métalliques, à travers cette poudre végétale, et la poudre végétale va se comporter comme une véritable éponge à métaux, va se gorger de métaux, et si on a bien travaillé, eh bien l'eau peut être rejetée dans l'environnement en répondant aux normes du domaine. Voilà le défi. Alors je vais vous montrer un petit résultat et ce qu'on peut en faire. Donc, je reviens avec mes petits graphiques, avec bien sûr notre star ici, donc la jacinthe d'eau, Eschornia crassipes. On voit ses performances, vous voyez en vert ici, vis-à-vis du nickel. Une question tout à l'heure sur le nickel, capable de biosorber le nickel, tant mieux. Mais aussi le cobalt, si important pour les batteries des véhicules électriques, au même titre que le nickel et le manganèse, et des éléments dont on parle très souvent, en fait les terres rares. Pareil, il n'y en a pas en Europe, c'est la Chine qui a le monopole. On sait les capter dans les effluents. Et puis d'autres matériaux d'origine végétale qui arrivent aussi à capter des éléments comme cuivre, plomb ou cadmium, donc de gros polluants. C'était intéressant, mais on voulait voir si on ne pouvait pas, en s'inspirant du fonctionnement de ces racines, augmenter leur capacité à capter ces éléments métalliques par une solution très naturelle.
augmenter leur densité en fonction de carboxylate par des molécules qui sont présentes dans la nature, telles que l'acide citrique. Et ça a été oui. Donc, en les dopant en carboxylate, eh bien, vous voyez ces petites croix ici, on obtient des capacités d'accumulation des terres rares, par exemple, en teneur extrêmement élevée. Donc, ceci, bien sûr, est une bonne nouvelle. On peut recycler ces terres rares plutôt que les laisser échapper dans les effluents industriels. Mais on peut aussi capter avec beaucoup d'efficacité des éléments toxiques tels que le cadmium. Donc tout ceci a été étudié finement sur quasiment tous les éléments métalliques qui existent dans le tableau périodique de la chimie. Et je vais vous partager un petit peu à quoi ça peut servir sur un exemple extrêmement concret qu'on souhaiterait mener jusqu'à son terme. C'est celui d'une mine dans les Cévennes, que certains connaissent peut-être. C'est l'ancienne mine des Malines, qui a été un haut lieu de l'activité minière jusqu'à un peu plus de 30 ans. C'était l'extraction du zinc à dimension européenne. Donc on a extrait ce zinc en abondance en créant de nombreuses galeries. On estime qu'il y a plus de 300 km de réseau de galeries donc aujourd'hui. Si l'activité minière est à l'arrêt, elle n'est plus considérée comme rentable, les galeries existent toujours. Et donc les pluies cévénoles, qui savent être très intenses et violentes, pénètrent dans ces galeries. L'eau percole sur les parois donc de ces galeries et génère des eaux en permanence hautement contaminées en fer et en zinc. C'est la situation qu'il y a. Il y a obligation à traiter ces eaux qui sortent des galeries, sinon on polluerait toute la vallée. Donc on utilise le traitement classique dans cette situation, la chaux. La chaux qu'on fait venir là en l'occurrence de Marseille pour essayer donc d'abattre le taux donc de zinc et de fer en les faisant précipiter. Ça a son efficacité. Bon, la chaux a une analyse de cycle de vie problématique quand même, je l'évoquais tout à l'heure, ça n'est pas si simple de la préparer. Et puis bien sûr, ça génère des boues qui sont polluées, qui sont des déchets indésirables, qu'il faut transférer dans des sites de confinement sécurisés, qui sont proches de la saturation. Donc c'est vraiment une solution pensée à court terme, c'est sauf qu'il peut, il faut faire quelque chose, mais c'est quand même très améliorable. Alors on s'est demandé si nos poudres végétales ne pourraient pas rendre un service un peu mieux pensé sur le long terme que la chaux. C'est ce qui a été étudié avec des colonnes remplies de poudres végétales, mais venant de ressources végétales différentes. On en a trouvé beaucoup qui avaient une forte affinité pour le fer, qui captaient prioritairement, extrêmement vite. Et puis après, on a trouvé, et là on tombe dans les plantes exotiques envahissantes, c'est la Jussido, qui a montré une affinité énorme pour l'autre élément métallique, le zinc. C'est très intéressant d'avoir de la sélectivité quand on veut capter des polluants. Ça nous donne une chance de les recycler. C'est exactement comme à la maison quand on trie ces déchets. C'est la seule chance qu'on ait de leur donner une seconde vie. C'est de les trier pour en faire quelque chose d'utile. Là, c'est vraiment la même idée. Donc il y a des plantes qui ont de l'affinité pour le fer et d'autres plus pour le zinc. Alors à quoi ça sert, vous allez me dire ? Alors le zinc, vous l'avez compris, c'est un très bon catalyseur pour la chimie. On en a fait un éco-catalyseur. Et le fer, comment on pourrait l'utiliser ? Eh bien, quand on regarde la nature, les minerais, notamment d'arsenic, qui sont très très souvent associés au fer. C'est une constante. On retrouve cette association naturelle. Et oui, l'arsenic a de l'affinité pour le fer. Donc, nous sommes passés des Cévennes, où il y avait la mine de zinc, à l'autre côté de la région Occitanie, côté ouest, plutôt vers Carcassonne, dans la vallée de l'Orbiel, donc près de la mine dite de Salsigne. On en a souvent parlé comme mine d'or, mais si on est honnête, ça a surtout été une mine d'arsenic, la plus grande au monde. C'est un triste exemple donc de ce qu'on a réussi à faire, puisqu'on a des milliers de tonnes de déchets arséniés à ciel ouvert, et l'arsenic est très soluble dans l'eau. À chaque fois qu'il y a un épisode pluvieux, donc l'arsenic est lessivé et a contaminé une grosse partie de la vallée, notamment l'Orbiel, qui est très contaminé par l'arsenic. Et là encore, à chaque période d'inondation, les sols sont à leur tour contaminés par l'arsenic. C'est un véritable sujet de préoccupation. Alors on a travaillé en sortie de mine, on a capté donc cet arsenic. Comment ? Eh bien, pour le capter, on a donc préparé notre poudre végétale en l'enrichissant en fer. Là, on est dans les Cévennes. On capture le fer de la mine des Cévennes. On obtient une poudre végétale gorgée en fer
qu'on va transformer par quelque chose de très simple. On va le faire changer de degré d'oxydation pour qu'elle ait la bonne affinité pour l'arsenic. On obtient un fer oxydé qui va alors recevoir l'effluent chargé en arsenic et le retenir. Donc c'est quelque chose qui a été étudié finement au laboratoire et qu'on a voulu démontrer après sur site, à proximité des sites miniers. Dans les Cévennes, on a tout simplement créé donc, un vrai pilote de démonstration pour montrer la faisabilité à grande échelle de ce scénario. Donc on a capté les eaux qui sortaient de la mine, on les a fait passer, vous voyez, sur ces colonnes dont le filtre végétal supérieur va retenir le fer. Donc on a pris ces colonnes, on a pris la poudre végétale riche en fer, et puis on l'a transformée en un filtre qui nous a permis d'aller à la sortie du premier ruisseau qui sort de la mine de Salsigne pour montrer que l'eau de la rivière trop riche en arsenic allait être retenue par le fer. Donc je vous montre un petit résultat, ça c'était le point de départ. Donc 60 ppb en arsenic, ce qui n'est pas acceptable, donc c'est bien trop élevé et c'est un danger pour la santé. La norme est un peu plus, très supérieure à 20, et on a vu en fait que quand on faisait passer cette eau trop riche en arsenic sur notre filtre, eh bien, on arrivait à avoir un abattement suffisant pour rejoindre les normes du domaine. Donc oui, voilà, ces solutions complètement naturelles ont montré une efficacité sur le terrain et sur un cas assez démonstratif. Et les polluants organiques, arrive-t-on avec les poudres végétales à faire aussi bien qu'avec les plantes vivantes, comme tout à l'heure ? Eh bien, on a travaillé sur différents scénarios que je vais vous partager, où ces poudres végétales ont été efficaces, avec le triste exemple de la chlordécone qu'on a utilisée de façon un peu inconsciente dans les Antilles pour la culture de la banane, dont on pouvait quand même, si on avait aussi un peu réfléchi, prédire la toxicité. Et tous les chimistes qui voient la structure de la chlordécone savent bien qu'elle ne sera pas biodégradable. Les liaisons sont extrêmement solides. Donc tout ça était prévisible. On peut toujours se demander comment on a des visions à si court terme. Eh bien, les poudres végétales arrivent à capter la chlordécone de l'eau avec des taux qui sont extrêmement intéressants. Ça aussi, ce sont des travaux qui ont été publiés et partagés pour aider à la réflexion et proposer vraiment des solutions sur le terrain. Ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le tarot, à propos des herbicides comme le diuron ou la métrine, qui ne vaut pas mieux, est possible. On peut capturer les eaux de ruissellement polluées par ces herbicides. Le lindane est un exemple typique d'un insecticide qui a été interdit déjà en Europe il y a déjà un certain nombre d'années, mais qui est présent partout. Lui aussi, c'est un polluant persistant qui ne se dégrade pas et qui est présent. Il peut aussi être capté. Autre exemple ici, ces deux molécules, vous les connaissez peut-être de nom, oxymazone, octocrylène. Ce sont des molécules qu'on introduit dans les crèmes solaires pour se protéger du soleil. Ce sont des filtres solaires. Malheureusement, quelques années après, on s'est rendu compte qu'ils étaient toxiques pour la vie aquatique, mais pour nous aussi. Alors évidemment, un usage, quand on va sur la plage, on disperse ça dans l'eau. Donc on a étudié aussi ce phénomène. On peut donc les capter avec ces filtres végétaux. Donc les exemples sont assez nombreux. On voit que cette solution tout à fait naturelle peut être extrêmement efficace dans un grand nombre d'exemples. Donc je vois le temps qui passe, donc je vais bientôt terminer. Donc ce que je voulais vous montrer et sur lequel on reviendra de façon très abondante dans les séminaires qui suivent, c'est qu'en partant en fait de l'étude de cette fameuse plante aquatique envahissante, qui est un vrai problème pour la biodiversité, la vie écologique et économique, eh bien, en faisant des efforts pour, d'une part, diminuer cette pression dans la nature et mieux comprendre le caractère envahissant de ces plantes, on arrive finalement à se rendre compte que ces plantes peuvent être extrêmement utiles sous forme de poudre végétale pour alimenter de vastes filtres végétaux capables de séquestrer les éléments polluants, qu'ils soient métalliques ou d'ailleurs organiques. Et ces poudres végétales, dont j'en ai montré qu'un exemple, on en verra d'autres par la suite, eh bien, constituent une matière première qui est assez extraordinaire pour alimenter une chimie qui pense peut-être autrement que la chimie conventionnelle, faire des éco-catalyseurs d'origine végétale indispensables à la construction de molécules qui nous sont très utiles au quotidien.
Donc on reviendra, on multipliera les exemples au cours de chaque séminaire pour apprécier la puissance de toute cette filière basée sur les ressources de la nature. Alors, un petit bilan de tout ça avant de terminer cet exposé. Donc, j'avais présenté à la séance inaugurale, mais que je repartage parce que je pense que c'est vraiment important. Il est vraiment utile de raisonner en analyse de cycle de vie. C'est la meilleure chance qu'on ait d'anticiper les erreurs qu'on peut faire quand on essaie donc de développer une activité. Et ici, j'ai choisi, en conclusion, de comparer la catalyse classique, qui alimente toute la filière chimique, mais pas que, à l'éco-catalyse. Donc la catalyse classique commence à aller extraire des ressources minières avec des impacts forts que l'on connaît, donc sur les milieux, sur la biodiversité, en conduisant surtout à un phénomène qui est terrible, c'est l'érosion des sols, comme je vous l'ai expliqué, qui vont être lessivés et à leur tour polluer les écosystèmes aquatiques. C'est aussi la production massive de déchets. Quand on dit qu'un minerai est riche en éléments métalliques, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques pourcents dans le meilleur des cas. Donc on génère des quantités astronomiques de déchets dont on ne sait absolument pas quoi faire. On les entasse pour l'instant. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Quand on a extrait le minerai, on n'a toujours pas le catalyseur. Il faut aller le traiter, le transformer à travers des opérations métallurgiques qui ont à leur tour un impact environnemental qui est énorme. L'exemple de la semaine prochaine sera très détaillé. Ça sera le cas du palladium, qui est un exemple terrible donc à connaître. Donc il y a donc une empreinte environnementale, on va dire, quasi définitive, qui produit aussi beaucoup de déchets. Ça n'est qu'après qu'on peut utiliser enfin ce fameux catalyseur pour synthétiser, produire les molécules à haute valeur ajoutée qui sont nécessaires. La filière éco-catalyse repose sur une démarche très différente. La première étape, c'est la volonté de traiter des effluents industriels problématiques. Comment ? À l'aide d'une poudre végétale qui vient d'espèces exotiques envahissantes, dont on va être très volontaire pour assurer une gestion durable et sur le long terme, en développant des programmes écologiques pour les récolter massivement et soulager la biodiversité des milieux. C'est une ressource absolument essentielle, non seulement pour préserver cette biodiversité, mais pour préserver la qualité de la vie aquatique, puisque ces poudres végétales ont des capacités remarquables de séquestration des polluants. Et ces poudres végétales gorgées d'éléments métalliques sont des outils chimiques extrêmement puissants à leur tour pour repenser la chimie différemment, en essayant vraiment de réfléchir aux limites de l'empreinte environnementale qu'il faut absolument atteindre, développer des procédés beaucoup plus sobres, mais voire plus efficaces, on le verra, d'un point de vue très concret bientôt, et bien sûr, absolument générer des éco-catalyseurs recyclables, ce qui fonctionne quasiment toujours quand ils sont d'origine végétale. Donc en repensant les choses différemment, on peut voir que finalement, des bénéfices économiques apportés par la chimie peuvent être compatibles avec des efforts écologiques qu'on veut donc développer sur le terrain. Je dirais même que la chimie peut devenir la force motrice des solutions écologiques, apporter les revenus qui sont nécessaires au déploiement des solutions écologiques initiales. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je souhaitais terminer donc cette présentation avec une citation de Pasteur qui, vous allez voir, va être un merveilleux lien avec Eric Orsena qui va bientôt donc prendre la parole. Donc une citation, il y en a une à chaque fois, on avait déjà une la semaine dernière. Donc la science ne connaît pas de patrie parce que le savoir est le patrimoine de l'humanité. Je pense qu'on pourrait étendre cette très belle réflexion au cas de l'eau, voilà, qui n'est pas la propriété d'une patrie, mais qui est un patrimoine commun à partager et bien sûr à protéger. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.